Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on repart cette fois-ci en Suède. Et pour les suiveurs assidus de cette chaîne, vous devez très certainement vous souvenir de l'affaire de Kjell Åke Johansson, qui se prononce en réalité Kjell Åke Johansson, merci à vous d'ailleurs pour la correction dans les commentaires. Un homme au bas mot détestable. Je vous conseille vivement cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir un cas encore plus grave, et cela vous permettra de juger par vous-même. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Venez sur Instagram aussi, où le lien est en description, puisqu'on est de plus en plus nombreux et on parle ensemble. Et franchement, on s'éclate. Et puis, évidemment, il y a la chaîne Twitch, parce que les 10 000 abonnés arrivent, et il se peut qu'il y ait un live un peu spécial à cette occasion, donc allez-y, le lien est en description. Tout ceci étant dit, désormais, débutons. Hop, 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 hop. En fait, on commence pas, parce qu'il faut d'abord que je vous parle de ça. Et je vous le dis d'entrée, il ne s'agit absolument pas d'un placement de produit, parce que je ne suis ni rémunéré pour vous présenter ce livre, ni rémunéré sur les potentielles ventes que celui-ci ferait. Mais Les Dessous de l'affaire Magnota, écrit par Karine Larue, est un excellent ouvrage qui plaira à n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin au true crime. Et si les affaires criminelles, c'est une matière pour laquelle vous avez une affection, vous connaissez très certainement Luca Magnotta, le fameux dépeceur de Montréal. Et bien dans ce livre, vous allez avoir du contenu exclusif sur cette affaire. Et je n'exagère pas, il y a réellement là-dedans des choses qu'on ne connaissait pas sur cette affaire. En premier lieu, le procès de cet affreux personnage que l'on va vivre au travers de ce livre et qui va nous permettre de traverser l'état psychologique aussi de Luca Magnotta. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'habituellement, on nous présente les faits commis par les criminels. Mais dans ce livre, cela va plus loin. On nous décortique l'état d'esprit de Luca Magnotta pour comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé jusque-là. Donc vraiment, rien que pour ça, ce livre vaut le coup. Il est pas très cher, il coûte seulement 12 €. Vous pourrez le trouver sur lulu.com. De toute manière, il y a le lien en description. Et foncez parce que vous ferez d'une pierre deux coups. Vous achèteriez un livre au contenu inédit et intéressant. Et en plus de ça, vous soutiendriez la littérature française puisque Karine Larue est une écrivaine française. Donc allez-y les yeux fermés, le lien est en description. Il est pas très cher, il y a la période des fêtes, ça peut être un très bon cadeau. Je vous le recommande chaudement. Et nous on passe à notre histoire, qui est au moins aussi folle que celle-là. Pour contextualiser les événements d'aujourd'hui, remontons le temps jusqu'à l'année 1977 et traversons l'Europe pour atteindre le nord de celle-ci et la Suède. Puisque c'est dans ce pays, dans la ville de Vaggeryd, le 7 avril 1977, que naît Sarah Svensson. Une jeune femme au parcours de vie relativement normal, puisqu'après avoir obtenu son diplôme du lycée, elle a ensuite entamé une école d'infirmière où elle a également été diplômée avant, finalement, de travailler avec des enfants handicapés. Et après une rencontre avec Åsa Waldau, une femme pasteur de l'église pentecôtiste de la ville de Knutby, son orientation professionnelle va quelque peu changer. En effet, en octobre 1999, finit de donner des soins infirmiers pour Sarah puisqu'elle va désormais pratiquer la prière. Et une prière quelque peu différente, puisqu'elle ne va pas prier pour elle-même. En réalité, elle prie pour les autres et principalement pour Åsa Waldau. Et c'est dans ce cadre qu'elle va rencontrer le pasteur Helge Fossmo. Helge Arnold Fossmo est né le 27 juillet 1971 dans la ville de Kristinehamn en Suède, et lui non plus, dans sa jeune enfance, ne baigne pas dans la religion. En tout cas jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans, puisque à ce moment, il aurait été sauvé par les membres d'une mission religieuse, et le motif, nous ne le connaissons pas. Toujours est-il qu'après ces événements, Helge va garder la foi et va même en faire sa profession. En 1988, et alors qu'il est âgé de seulement 17 ans, Helge va rencontrer sa femme dans un café où il travaille, un café pour jeunes chrétiens. Hélène, qui partage tout comme Helge cette passion pour la religion, va le faire succomber et ils vont donc se marier. Et à cette époque, et même si effectivement les événements qui se sont déroulés lorsqu'il avait 12 ans ont influencé son orientation professionnelle, à 17 ans et lorsqu'il se marie avec Hélène, eh bien Helge hésite toujours à devenir un professeur de sciences puisqu'il étudie toujours à l'université. Et 5 ans plus tard, en 1993, Helge va rencontrer une personne qui va changer sa destinée à tout jamais, Åsa Waldau. Dès leur première rencontre, Helge est fasciné par Åsa et il va donc décider de se rendre régulièrement à l'église pentecôtiste où elle dispense ses sermons pour la voir. Mais ce n'est qu'en 1997 qu'Helge, accompagné de sa femme Hélène ainsi que de ses 2 petits garçons, s'installe dans la ville de Knutby, où
où Helge va commencer à travailler en tant que pasteur. Et au sein de la congrégation, très rapidement, Helge se détache des autres pasteurs, puisque celui-ci parle de sujets tabous dans la religion comme le sexe et de manière ouverte, ou bien la mort comme quelque chose qu'il faut attendre et non craindre. Un discours hautement paradoxal avec ce qui est prêché habituellement dans l'église pentecôtiste de Knutby. Et certains mettent ça sur le compte de son éducation non religieuse. Mais Helge, malgré ses discours somme toute originaux dans une église, n'est pas inquiété. Mais ses discours corroborent avec sa pratique, puisque le pasteur ne respecte absolument pas son mariage avec Hélène. Il a différentes aventures extra-conjugales, mais sa femme finit par avoir des soupçons. Et Helge va en discuter un jour avec l'une de ses maîtresses, qui n'est autre qu'Åsa Waldau, la pasteur de l'église pentecôtiste. Ils entretiennent en effet une liaison, et Helge va lui raconter que sa femme semble déprimée à la maison, mais uniquement avec lui puisque lorsqu'elle interagit avec d'autres personnes, elle semble aller mieux. Hélène, ayant de fortes suspicions, et notamment à l'égard de son mari quant à sa fidélité, il semble normal qu'elle agisse différemment lorsqu'elle est avec lui ou d'autres personnes. Le matin du 18 décembre 1999, Helge ainsi que sa femme Hélène se réveillent tous deux avec une forte grippe intestinale. Si bien qu'Hélène doit faire des allers-retours incessants entre son lit et la salle de bain, tant les vomissements sont intenses. Après cette terrible nuit au petit matin, l'énergie est très faible. Ils vont tout de même essayer de manger un morceau et de boire du coca tiède en forme de remède. Helge, après simplement quelques heures de sommeil, est épuisé et souhaite se rendormir à nouveau lorsqu'il est dérangé par Samuel Frankner, un voisin qui souhaite prendre des nouvelles. Nos chers voisins, toujours là au bon moment, n'est-ce pas? En réalité, Samuel Frankner est venu voir Hélène et il demande donc à Helge si elle est là. Celui-ci lui répond que oui, effectivement elle est là, mais qu'elle est malade et sous la douche actuellement. Il décide néanmoins de monter au niveau de la salle de bain pour la prévenir. Et après plusieurs minutes à essayer de l'appeler à travers la porte, et sans réponse de sa part, Helge s'inquiète un peu et décide de prendre un tournevis pour forcer la porte. Et lorsque finalement il réussit à faire sauter la serrure, il découvre sa femme, face contre terre dans la baignoire, saignant de la tête. Des cris et des pleurs puissants de la part de Helge alertent le voisinage qui se rend à sa maison. Les voisins vont tenter d'apporter leur secours à la jeune femme en pratiquant un massage cardiaque, mais malgré leurs efforts, Hélène va décéder à l'âge de 27 ans, laissant derrière elle 2 petits garçons et une fille qu'elle avait eue entre-temps avec Helge. Et la mort subite de la jeune femme est-elle accidentelle? Est-ce un simple accident domestique dans la salle de bain? Y a-t-il un lien avec cette violente grippe intestinale qu'Helge et Hélène ont contractée ce matin-là? Eh bien, il semble effectivement y avoir un épais mystère autour de cette mort. L'autopsie révélera que la cause de la mort est la noyade, aidée par un coup à la tête et une forte dose d'analgésique. L'analgésique est le dextropropoxyphène qui est prescrit non pas à Hélène, mais à Helge. Les saignements proviennent effectivement de blessures à la tête. Néanmoins, comme il n'y a pas eu d'enquête sur la scène de crime à cette époque, les enquêteurs ne savent pas s'il s'agit du robinet ou bien d'un objet contondant qui aurait causé ces blessures. Enfin, et pour revenir sur l'analgésique, après le rapport d'autopsie du corps d'Hélène, la police scientifique suédoise considère qu'elle a dû ingérer cet analgésique à son insu. D'autres points semblent très suspects, puisque Helge, lorsqu'il a envoyé le rapport d'autopsie à ses parents, l'a modifié. En effet, aidé par Åsa Waldau, il a supprimé la mention du dextropropoxyphène, ce qui est étrange pour une personne qui n'a rien à se reprocher. Et quelques semaines seulement après la mort d'Hélène, il s'est débarrassé de toutes ses affaires pour quelques mois plus tard se remarier avec une autre personne. Malgré tout, le comportement de Helge semblait réel et sincère. Il était vraiment bouleversé, pleurait à chaudes larmes depuis plusieurs semaines, et cette histoire semblait l'avoir affecté. Aucune assurance vie, non plus, n'a été contractée au nom d'Hélène, et après sa mort, il s'est retrouvé en difficulté financière, l'argent ne pouvant être un mobile alors. Un procès va toutefois avoir lieu, et l'accusation va pointer du doigt Helge en expliquant que celui-ci a sciemment empoisonné sa femme avant de lui cogner la tête contre le robinet et de la noyer. Malgré cette hypothèse, crédible, les preuves manquent et il n'est pas possible d'inculper et de condamner Helge Fossmo pour ses motifs.
Il est alors acquitté. Dans les mois qui précèdent le décès de sa femme, Helge a développé une liaison étroite avec la sœur d'Åsa Waldau. Alexandra Waldau est alors seulement âgée de 20 ans lorsqu'elle prend la décision d'emménager avec Helge Fossmo en l'an 2000. Et cette relation n'est pas cachée, et Helge va même en parler à Åsa Waldau, sa grande sœur, lui expliquant qu'il avait même rêvé de lui et Alexandra se mariant. Åsa n'apprécie pas réellement ces révélations. Elle entretient elle aussi une liaison avec Helge. Néanmoins, elle sait qu'elle est impuissante et qu'elle ne peut rien faire face au choix de sa sœur. Et quelques mois seulement après l'emménagement d'Alexandra avec Helge, celui-ci tourne déjà ses yeux vers une autre personne. Sarah Svensson, une jeune Suédoise de 23 ans, est déjà mariée. En réalité, le couple de Sarah et de son mari connaît quelques difficultés. Il décide alors de suivre une thérapie, et le thérapeute n'est ni plus ni moins que Helge Fossmo. Et le mari de Sarah va très vite saisir le jeu de Helge, puisque celui-ci, dès lors qu'il y a une dispute entre le couple au moment de la thérapie, prend la défense immédiate de Sarah. Helge jubilera totalement lorsque Sarah va commencer à expliquer que les sentiments qu'elle éprouve pour son mari sont en train de fuir pour le pasteur. Celui-ci ne tente même plus de dissimuler sa partialité et esquisse un large sourire au moment où la jeune femme mentionne ses pensées. Helge va alors expliquer à Sarah Svensson qu'elle a besoin d'effectuer un travail sur elle-même et un travail religieux qui passe par des actes d'une certaine nature. Dans un premier temps, il y aura de la prière. Il va orienter la jeune femme dans ce sens. Elle devra prier pour elle-même et pour les autres. Et Helge explique à Sarah qu'elle doit communiquer avec Dieu le plus possible. Et ceci passe effectivement par la prière, mais aussi par des actes de nature sexuelle avec Helge. Celui-ci arrive à faire intégrer à la jeune femme que ce ne sont pas là des faveurs sexuelles, mais bien des messages qu'elle transmet à Dieu par son billet. Au cours du mois d'avril de l'an 2000, les premiers rapports sexuels entre Sarah et Helge vont avoir lieu. Et dans la foulée, Helge va également demander à la jeune femme si elle serait prête à tuer au nom de Dieu. Perturbée par la question, mais ayant subi un large lavage de cerveau, elle va répondre qu'effectivement, elle serait prête à le faire et qu'elle pense également que Dieu est en capacité de mener ses propres batailles. Tout au long du reste de l'année, Helge Fossmo va continuer d'avoir des rapports sexuels avec Sarah Svensson, Åsa Waldau et Alexandra Waldau. Et il va prêcher un nombre incalculable de différents sujets religieux envers Sarah pour qu'elle continue de pratiquer ses actes de nature sexuelle avec lui. Il faut bien reconnaître que Helge a une réputation bien solide et qu'il est considéré parmi l'ensemble des pasteurs comme l'un des meilleurs, si l'on peut dire. Il connaît très bien la Bible et il est considéré comme une personne plus proche de Dieu que les autres, notamment à cause d'un incident en particulier. Au cours du premier trimestre 2001, Helge Fossmo va prédire qu'il sera attaqué violemment par la maladie et qu'il devra être hospitalisé plusieurs semaines. Quelques mois plus tard, ces événements se produisent effectivement. Il développe une forte fièvre et doit être hospitalisé et il va demander, non pas à sa femme, mais à Sarah de rester à ses côtés. Il lui explique notamment qu'il est en train de mener un combat spirituel pour elle et contre la volonté de son mari, elle va accepter de rester à ses côtés à l'hôpital. Bien entendu, la réalisation de la prémonition finit de convaincre les derniers sceptiques à l'égard de Helge Fossmo et il bénéficie d'une notoriété extraordinaire. Au cours de l'été 2001, il est renvoyé chez lui, mais il explique à Sarah que son combat spirituel n'est pas terminé et que pour le mener à bien et le réussir, la meilleure solution est que Sarah emménage avec lui. Celle-ci accepte et elle rejoint donc la chambre de Helge Fossmo, tandis que sa femme, Alexandra, elle, rejoint la chambre d'amis. Et tous les soirs, Sarah et Helge font l'amour pour mener un combat spirituel ensemble, et bien que la plupart des gens sachent que Sarah est partie s'installer auprès de Helge, ils ne se doutent aucunement des pratiques qu'ils ont. Tout ceci va même dégénérer lorsque Helge Fossmo va expliquer à Sarah qu'il a reçu un mystérieux email expliquant qu'une femme avait été créée spécialement pour lui. Et l'expéditeur de ce mail, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agirait de Dieu, lui-même. Et face à une telle requête, Sarah ne peut que s'exécuter et décide donc de divorcer de son mari définitivement. Et lorsque ces explications vont arriver aux oreilles des autres membres de la congrégation, ceux-ci ne vont pas l'accepter et y être même hostiles. Helge va alors commencer un travail d'isolement de Sarah qui n'aura presque plus aucun contact avec les autres membres de l'église
et il va aussi commencer un nouveau lavage de cerveau de celle-ci. Il va notamment lui expliquer qu'elle est une pécheresse aux yeux de Dieu, une réelle ordure et qu'elle doit se repentir pour obtenir son pardon. Helge joue clairement sur la possibilité pour Sarah d'accéder au paradis, mais surtout d'éviter l'enfer. Et celle-ci, avec ses œillères, y croit dur comme fer. Entre-temps, le pasteur va se justifier devant la congrégation et explique que c'est Sarah qui l'a tenté de manière honteuse, et il va la conserver chez lui, mais de manière secrète cette fois-ci. Et vous l'aurez compris, pour se repentir et accéder au paradis et surtout éviter l'enfer, cela passe par des faveurs sexuelles auprès de Helge. Mais ceci n'est que le premier résultat du lavage de cerveau qu'a subi Sarah. Helge va obtenir bien plus. Au début du mois de novembre 2003, Sarah reçoit un SMS anonyme, lequel explique qu'elle doit absolument tuer Alexandra, la femme de Helge. Sarah montre alors le SMS à ce dernier et lui demande si c'est lui qui l'a envoyé. Celui-ci va alors réagir de manière agressive et nier toute implication là-dedans. Helge réagit de manière si spontanée que cela surprend Sarah qui finit par le croire. Et il va expliquer par la suite qu'il n'a pas envoyé ce SMS, mais qu'il avait prédit que celui-ci arriverait. Il détaille à Sarah que cela fait des mois qu'il rêve que sa femme Alexandra rentre chez elle, entendez par là qu'elle soit tuée, et il suggère donc à Sarah qu'elle aille utiliser un marteau pour réaliser ceci. Sarah refuse dans un premier temps, et les SMS continuent d'arriver, et ils sont nombreux. Helge lui explique que c'est sa seule voie pour le salut. Et par moments, les SMS proviennent directement du numéro de Helge. Sarah lui demande alors comment cela se fait et il explique qu'en réalité, les messages viennent directement de Dieu mais qu'il les transmet uniquement à Sarah. Le pasteur exerce une pression extrêmement forte sur Sarah, lui expliquant qu'elle ne devrait pas refuser la volonté de Dieu. Et qu'en le faisant, elle est une réelle pécheresse dégoûtante qui se voit uniquement ouvrir le portail de l'enfer. C'est alors que le soir du 8 novembre 2003, Sarah se saisit d'un marteau, descend à la chambre d'Alexandra qui est endormie là devant elle et lui assène plusieurs coups avec l'outil. Au cours de l'attaque, Alexandra est touchée plusieurs fois à la tête, mais elle parvient en se réveillant à repousser Sarah et reste en vie. La tentative de meurtre a échoué et dans la foulée, Helge Fossmo va bannir Sarah de la congrégation et de l'église de Knutby. Elle part le jour même et la famille d'Alexandra décide de ne pas porter plainte. Et voilà les seules personnes au courant de cet incident. Et quelques mois avant l'attaque du 8 novembre 2003, Helge Fossmo commençait à ramener une nouvelle femme chez lui, Annette Linde. Il s'agit là d'une voisine qui par moment alors prenait la place de Sarah dans le lit conjugal qui devait dormir sur le canapé tandis qu'Alexandra, sa femme, dormait dans la chambre d'amis. Et Annette Linde ne passe jamais la nuit entière dans la maison puisqu'elle a un mari et il faut qu'elle rentre à sa propre maison pour ne pas élever les soupçons. Suite à son bannissement, Sarah, quant à elle, se rend chez son père pour y vivre dans la petite ville de Vaggeryd. Malgré tout, les SMS en provenance de Dieu continuent d'arriver en masse. Helge Fossmo l'appelle également de son propre téléphone. Il continue son lavage de cerveau même à distance. Et il l'incite fortement à acheter une arme. Et au cours du mois de décembre 2003, un nouveau nom apparaît dans les SMS, celui de Daniel Linde, le mari de la voisine, Annette Linde. Plusieurs milliers de SMS en provenance de Dieu plus tard, et en janvier 2004, Sarah va céder et acheter une arme à Stockholm. Le 10 janvier 2004, il est temps pour Sarah Svensson de mettre en œuvre le plan meurtrier de Dieu. À 1h30 du matin, Helge Fossmo l'appelle directement pour lui demander où elle se trouve. Il lui explique aussi qu'il y a encore un peu de mouvement au village. Mais Sarah, dans la Volvo 345 noire de son père, est encore loin de Knutby et va mettre un peu de temps avant d'arriver. À 3h30 du matin, Helge Fossmo appelle à nouveau pour lui demander où elle se trouve et lui dire que cette fois-ci, le village est très calme. L'appel dure 12 minutes. Et au cours de celui-ci, Sarah va partager son anxiété auprès de Helge qui va lui expliquer que c'est la volonté de Dieu. Sarah, alors, lui dit qu'elle est bientôt là. À 4h du matin, Sarah est arrivée. Elle va dissimuler sa voiture noire à peu près à 500 mètres de la maison de Helge et va également cacher son visage. Pour ce faire, elle déroulera un collant sur sa tête. Elle découpera 2 espaces pour les yeux et au niveau de ses pieds, installera des protèges chaussures d'une taille supérieure à celle qu'elle porte habituellement,
c'est-à-dire le 37. L'objectif de cette manipulation est de tromper la police si elle décidait de mener une enquête. Sarah Svensson va marcher 15 minutes dans la nuit noire et enneigée de la Suède pour atteindre la maison de Helge Fossmo, où elle passera par l'arrière, la porte étant ouverte. Armée d'un revolver, au bout duquel se trouve un silencieux fait maison, elle traverse le domicile de Helge pour atteindre la chambre. La première cible de Sarah est toujours celle qui avait été mentionnée dans les plus anciens SMS, la femme de Helge, Alexandra. Celle-ci dort profondément et paisiblement dans son lit lorsque Sarah se penche au-dessus d'elle pour s'assurer de son identité. Sarah lève alors le revolver et tire une première fois au niveau de la hanche. Alexandra va crier légèrement mais très rapidement, Sarah va à nouveau s'approcher et tirer de nouvelles fois dans sa tête. La meurtrière se retourne rapidement et se dirige en direction des escaliers lorsque quelque chose la tracasse. Elle est anxieuse et malgré 2 tirs dans la tête, elle ne sait pas si Alexandra est définitivement morte. Elle décide alors de remonter les escaliers pour s'en assurer. Elle pénètre donc à nouveau dans la chambre et lorsqu'elle soulève la couverture maculée de sang, elle constate effectivement qu'Alexandra est bien décédée. La première partie du plan de Dieu est réalisée. Reste la seconde, et donc il faut se rendre en direction de la maison des Linde. Sarah, pour éviter d'être repérée par les lumières des lampadaires, passe par l'arrière des maisons et arrive à son objectif. La porte d'entrée à l'arrière de la maison est verrouillée. Sarah va alors l'enfoncer, monter les escaliers et fait face à une nouvelle porte verrouillée. Un moment d'incertitude monte en elle et elle décide d'appeler Helge. Il est 4h32 du matin lorsque Helge dit à Sarah qu'elle doit toquer à la porte et abattre sa cible. Les coups de feu ne se feront pas entendre. L'appel dure un peu moins de 2 minutes lorsque Sarah retourne devant la porte, munie d'un oreiller qu'elle utilisera comme silencieux et toque. Un clic retentit au niveau de la serrure, puis la porte s'ouvre. Et là, se dresse Daniel Linde. Lorsque celui-ci ouvre la porte, il pense qu'il est face à un homme qui le tient en joue. Il entend 2 fortes détonations, puis son oreille lui fait mal. Il pense que c'est le bruit de l'arme. En réalité, Daniel Linde vient de prendre une balle au niveau du cou et une autre au niveau de la poitrine qui le font s'effondrer. Sarah, tout comme lors du premier meurtre, dévale les escaliers pour s'enfuir, mais une nouvelle fois est prise d'anxiété. Elle décide de faire demi-tour, parce qu'elle constate que des lumières au niveau des maisons s'allument. Les Frankner, qui partagent la même maison que les Linde, sont réveillés et se rendent à leur porte d'entrée. Sarah ne peut donc pas aller vérifier si Daniel est toujours en vie. Et il l'est. Samuel Frankner vient alors apporter son secours à Daniel Linde et très prochainement arrive Helge Fossmo aussi. Les secours sont immédiatement appelés et pendant ce temps-là, Sarah a réussi à rejoindre sa voiture dans laquelle elle va envoyer un SMS à Helge pour lui dire que le travail a été réalisé. En fait, elle va utiliser un code. Elle va envoyer un SMS dans lequel il sera indiqué qu'elle a été malade, ce qui est le signal pour dire que les meurtres ont été commis. Mais Helge Fossmo ne voit pas le message, et il n'en recevra plus aucun d'ailleurs puisqu'il a éteint son téléphone définitivement. Puis après ça, Sarah disparaît dans la nuit. Très vite, une foule se réunit autour de la maison des Linde. Faut dire que ce genre d'événement n'arrive jamais dans un village aussi calme. Daniel Linde est alors placé sur un brancard, puis emmené à l'hôpital le plus proche en ambulance. Mais entre-temps, il aura réussi à faire une description de son agresseur au policier. Et il le décrit comme un homme masqué de corpulence moyenne. Helge Fossmo décide d'accompagner dans l'ambulance Daniel Linde. Il va alors demander à Samuel Frankner, le voisin, s'il peut aller prévenir Alexandra, sa femme. Évidemment, et vous le savez, Alexandra est décédée puisqu'elle a été tuée par Sarah. Helge Fossmo est en train de jouer la comédie. La police, quant à elle, va être très réactive et va mettre en place des barrages sur les nombreuses routes autour du village. Et à 5h07, Sarah est confrontée à l'un d'eux. Et les agents de police, recherchant, d'après la description de Daniel Linde, un homme à la corpulence moyenne, Sarah n'a aucun problème à passer ce barrage. Au même moment, alors que Helge Fossmo et Daniel Linde sont dans l'ambulance en direction de l'hôpital, Samuel Frankner et sa femme découvrent le cadavre d'Alexandra dans la maison de Helge. Immédiatement, le couple s'empare d'un téléphone pour prévenir la police de cette deuxième tuerie. Et au bout du fil, un officier est extrêmement suspicieux, puisque c'est lui qui était en charge de l'enquête lors de la mort de la première femme de Helge Fossmo. Souvenez-vous, celle qui avait été retrouvée dans la baignoire. Et par conséquent, avant même que Helge n'atteigne l'hôpital, celui-ci est déjà suspect. L'un des ambulanciers rapporte d'ailleurs aux agents de police qu'il a vu Helge Fossmo avec un téléphone. Mais lorsque le pasteur présente son portable aux enquêteurs, il s'agit d'un autre modèle. Celui que les ambulanciers ont vu a disparu.
et il ne réapparaîtra jamais. Helge Fossmo est alors embarqué pour un interrogatoire au poste de police. Et les enquêteurs vont la jouer fine, et ils vont d'abord l'interroger en tant que témoin. Et ils vont l'informer de la mort de sa femme, Alexandra. Le pasteur fond en larmes quelques instants, puis se ressaisit et indique aux enquêteurs qu'il s'agit très certainement de Sarah, alors même qu'ils n'ont rien demandé. Et les policiers vont écouter et tendre l'oreille aux paroles de Helge Fossmo. Et ils vont prendre en compte Sarah comme une potentielle suspecte, notamment après l'épisode du marteau. Et les enquêteurs ne sont pas convaincus à 100% de l'innocence de Helge. Et ils gardent un œil sur lui. Et sans preuve directe contre lui, ils sont obligés de le relâcher. Ils vont concentrer alors leurs efforts sur Sarah pour la retrouver. Mais en parallèle, toutefois, ils vont placer le téléphone de Helge Fossmo sur écoute, au cas où des révélations seraient faites. Sarah est très vite retrouvée le lendemain au domicile de son père, à Vaggerit. Elle est ensuite emmenée immédiatement au poste de police pour un interrogatoire. La jeune femme, dans un premier temps, va d'abord nier les faits. Puis après quelques minutes, finalement tout avouer, en précisant qu'elle était la seule à les avoir commis et qu'il n'y avait qu'elle. Son insistance pour préciser qu'elle est la seule coupable dans cette affaire éveille des soupçons chez les policiers. Les enquêteurs vont alors s'intéresser aux résultats des écoutes du téléphone de Helge Fossmo. La police va immédiatement placer en détention Helge Fossmo lorsqu'elle va découvrir une conversation entre lui et un autre homme. Au cours de cette conversation avec cet autre homme, le pasteur dira que la congrégation devrait prier pour que la police ne retrouve aucun élément le liant lui, Linde ou bien Valdao à ces meurtres. Helge Fossmo est également confronté aux nombreux appels de Sarah au cours de la nuit des meurtres, pour lesquels il n'a aucune explication. La police récupère alors aussi les SMS présents dans le téléphone de Sarah, mais la plupart d'entre eux ont été supprimés et elle maintient qu'elle a agi seule. Mais certains messages proviennent tout de même du téléphone du pasteur, qui va les justifier comme des échanges religieux sur des thèmes bibliques. Et qu'en aucun cas ces messages n'avaient vocation à entraîner Sarah dans des meurtres. Quelques semaines d'enquête plus tard, la police va recevoir un appel d'une vieille amie de Sarah qui souhaite plaider en sa faveur. Celle-ci va leur expliquer qu'elle joignait habituellement Sarah sur un certain numéro, et qu'au bout d'un moment, son amie ne répondait plus, et c'est Helge Fossmo qui a répondu un jour. Les policiers vont alors récupérer ce numéro de téléphone et vont le comparer aux différents messages. Et ils constatent que les fameux messages de Dieu proviennent en fait de ce numéro. La police va alors comparer les mouvements du téléphone portable de Helge Fossmo avec ce numéro-là. Et au cours des derniers mois, les déplacements sont similaires, ce qui signifie que Helge Fossmo possédait un deuxième téléphone avec le numéro de Sarah. La révélation lui est alors faite et elle est réellement choquée. Et elle commence petit à petit à sortir du lavage de cerveau que lui avait imposé Helge. Sans qu'elle puisse s'en rendre compte, le pasteur a certainement mis la main sur son ancien téléphone avant de lui en fournir un nouveau et d'expliquer que les messages provenaient de Dieu. Finalement, les enquêteurs vont réussir à retrouver et à récupérer l'ensemble des messages qui avaient été effacés par Sarah, et ils vont pouvoir lire les détails de ceux-ci. Ils découvrent alors la sordide manipulation de Helge envers cette jeune femme, et ils vont comprendre que le pasteur est impliqué et mouillé jusqu'au cou. En 2004, un procès va alors s'ouvrir, et Helge Fossmo est inculpé de sollicitation de meurtre, et il va être condamné à la prison à vie. Mais celle-ci est accompagnée d'une liberté conditionnelle. Sarah Svensson est quant à elle reconnue coupable du double meurtre qu'elle a commis. Néanmoins, elle ne sera pas enfermée en prison, elle sera retenue dans un centre spécialisé puisque la maladie mentale a été reconnue. Sarah Svensson sera libérée au cours de l'année 2011. Et le plus inquiétant, c'est que Helge Fossmo, lui aussi, va être libéré. Et cette libération est d'actualité, puisque Helge Fossmo a quitté la prison lors de l'année 2021. Voilà pour cette histoire complètement folle où Helge Fossmo a clairement utilisé la fébrilité mentale de Sarah Svensson pour lui faire commettre des actes terribles. Un odieux personnage, malheureusement comme on en voit beaucoup sur cette chaîne. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.